Moi, j'ai commencé dans la publicité, j'étais ce qu'on appelle rédacteur. Et petit à petit, d'abord quand on m'a dit que j'allais être rédacteur, c'est une époque où on trouvait du travail, hein. Et rédacteur, ça me rappelait rédaction, ça me rappelait des choses que j'aimais pas tellement. Et moi, j'étais plus attiré par tout ce qui était visuel. Parce que dans la publicité, il y a un autre métier qui est aussi directeur artistique. Et je pensais être plus dans cette branche-là, mais je me suis retrouvé rédacteur. Et j'avais pas tellement envie de faire une carrière éternelle dans la publicité. J'étais extrêmement heureux, ça me plaisait beaucoup. Mais ensuite, quand vous écrivez un script pour une publicité et que vous le donnez à réaliser à quelqu'un, il ne ressemble pas exactement à ce que vous aviez en tête. Donc, au bout d'un moment, plutôt que d'être juste le vague scénariste de cette chose-là, j'ai pensé que ce qui était capital, c'était ce qu'on racontait et ensuite la façon dont on le racontait. Moi, pourquoi j'ai fait des films, en fait, si je pense à ça, c'est parce que j'allais au cinéma, je voyais des films, je me foutais au premier rang, j'entendais la salle rire derrière moi, je trouvais pas ça drôle et je me retournais vers le spectateur, je disais, vous trouvez ça drôle, mais c'est pas drôle. Franchement, je trouve pas ça drôle. Qu'est-ce qui vous fait marrer là-dedans? Et je me suis dit, ben moi, je vais leur montrer ce que je trouve drôle. C'est pour ça que j'ai fait du cinéma, en fait. Mes films ne sont pas des films remarquablement réalisés, loin de là, mais c'est pas ça qui compte, c'est le point de vue. Or, j'ai l'impression que dans le premier film que j'ai fait, il y avait un point de vue et que c'est ça qui est indispensable. Et j'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi c'est moi qui étais aux manettes et pas mon assistant ou mon chef opérateur qui s'y connaissait 100 000 fois mieux que moi. Mais j'ai toujours pensé qu'une bonne histoire mal racontée était plus intéressante qu'une mauvaise histoire bien racontée. Quand il y a des gens qui racontent ce qu'on appelle une histoire drôle, la même histoire drôle, y a un mec qui se banane et l'autre il arrive à la faire passer. Donc c'est quoi? C'est exactement le même thème, les mêmes mots, mais c'est une façon de communiquer l'ensemble. Et c'est ça aussi être metteur en scène. Mais ce que je veux dire, c'est que la technique et toutes ces choses-là ne sont pas indispensables pour réussir un film, un premier film. Voilà. Un très grand technicien n'est pas forcément un très grand metteur en scène. C'est ce que j'essaye de dire. Je dis, tant mieux s'il y a les deux. Ce qui est très très difficile, c'est de réussir à mobiliser les gens suffisamment pour que chacun puisse donner de son meilleur. Le boulot du metteur en scène, c'est ça aussi, en dehors de sa conception générale du film. Le tournage, même s'il y avait ce rapport avec les comédiens qui était tout à fait intéressant, j'adorais ça, le tournage était une tannée, hein. C'était vraiment, c'est douloureux, quoi, parce que ça passe vite, parce que il faut y aller et que vous n'êtes jamais sûr d'être dans le bon truc. Et que moi, j'avais jamais couru le 1000 mètres, quoi. Donc c'est impressionnant. Et j'ai mis longtemps à comprendre aussi que j'aimais vraiment ça, que j'aimais bien le travail d'équipe, que j'aimais bien les plateaux, j'ai toujours aimé le montage. Et en fait, la période que je déteste le plus, personnellement, c'est la préparation, parce que c'est du virtuel. Faudrait que ça soit bien, quoi. Ah bah oui, super. Euh, Bien sûr, mais et sans arrêt, vous êtes confronté à une réalité qui est en deçà de ce que vous aviez dans la tête, aussi bien sur un casting que sur un décor, que sur un mouvement de caméra. C'est-à-dire que tout ce que vous imaginez, quand ça devient concret, c'est souvent en deçà de ce que vous aviez. C'est ça c'est ça qui est difficile, c'est comment s'adapter à ce que vous avez et que finalement, il y ait quand même le goût et l'odeur de ce que vous aviez en tête. C'est-à-dire la vraie différence entre un scénario et un film, c'est que de ce coup, il y a des êtres humains, il y a des meubles au lieu ils poussent la porte, bah, c'est une vraie porte. Tout change. Et l'objet fini, c'est le film, c'est pas le scénario. C'est comment respecter le scénario et en même temps comment apporter quelque chose, comment faire que l'essentiel soit là, tout en étant différent de ce qui est prévu. On peut penser à un comédien, mais il peut mourir et il peut ne pas venir, ça peut ne pas être celui-là. Ce sont des guides d'écriture. J'ai appris à faire le découpage en pensant au montage. C'est-à-dire que je me dis, et ça c'est aussi de la mise en scène, c'est savoir ce qu'il faut montrer et dans quelle grosseur pour raconter l'histoire que vous avez à raconter. Ce qui est important, à quel moment on est sur qui et tout ça. Et moi, venant de la publicité, j'ai toujours tourné uniquement ce qui était le montage. J'ai pas couvert, comme on dit, j'ai jamais travaillé comme ça. Et j'ai découvert il y a pas très longtemps comment on pouvait faire autrement. La différence entre la pub et le long métrage, c'est que la pub d'abord c'est une commande et ensuite il n'y a pas d'émotion. Et le cinéma fait appel aux émotions, que ça soit le rire, que ça soit n'importe quoi, c'est une émotion. L'art entre guillemets
en considérant que le cinéma fasse partie de cette catégorie-là, fait appel à l'émotion. C'est ça la différence. Je ne sais plus qui disait le seul point commun entre une pub et un long métrage, c'est qu'il y a une caméra et des acteurs. Mais je crois bien que c'est vrai. J'ai beaucoup été en salle, regarder les films que j'ai faits et voir la réaction, parce que je trouve que c'est la vraie récompense. À partir du moment où les gens rient et tout ça, vous n'avez plus de courbatures dans les jambes de tout ce que vous avez enduré. Mais en même temps, selon les horaires, les salles et les jours, les réactions ne sont pas forcément les mêmes. Donc, une scène que vous aimiez beaucoup, que vous trouvez vraiment formidable, et une salle qui rit pas, vous vous dites, putain, elle est pas bien. Une scène que vous aimiez pas vraiment, parce que vous trouvez qu'elle ressemble, et les gens se marrent, vous dites, bon, en fin de compte, elle est super. C'est-à-dire, vous adoptez le point de vue de la salle. C'est très étrange, hein. Moi, je trouve la comédie formidable et merveilleuse. Je ne vois pas de différence entre le drame et la comédie. Je veux dire, par rapport à l'intensité des sentiments que ça évoque, j'ai aucun problème. Ce côté, la comédie est en bas et le drame est en haut, je ne l'ai pas dans ma tête. Je trouve que le rire sert à dénoncer et on peut raconter. C'est juste une casquette qui est mise différemment sur la tête. Donc, j'ai pas de problème. Je peux faire une comédie ratée, à ce moment-là, ça devient un drame. Je trouve qu'il y a autant d'humanité dans le rire que dans le drame, autant d'intelligence, et j'irais même beaucoup plus loin. Je trouve qu'il n'y a pas de véritable intelligence sans humour. D'abord, diriger un acteur, c'est déjà le choisir, c'est savoir rencontrer quelqu'un qui comprend ce que vous dites, qu'à la moitié de la phrase, il a compris que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, que quand vous dites rouge, il comprend le même rouge que celui dont vous parlez. Moi, je choisis des gens qui comprennent ce que j'ai dans la tête, avec qui je m'entends bien. Je ne travaille qu'avec des gens avec qui je m'entends, c'est une entente plus profonde que dans le boulot. C'est des connivences, c'est des cultures, c'est des choses comme ça. Et je suis très, très présent sur un casting. Je fais toujours des essais avec eux, des lectures, des machins. Oui, parce que c'est comme ça que vous savez si vous allez vous entendre avec quelqu'un. C'est savoir comment vous pouvez parler aux gens, comment vous pouvez vous faire accepter, ce que vous pouvez leur demander. Ça, c'est important. Si c'est une relation personnelle. La relation entre un metteur en scène et un comédien est une relation personnelle de deux êtres humains. Il y a eu l'arrivée du marketing aussi dans le cinéma, qui est la pire des saloperies qui ait jamais existé. Je l'avais vécu dans la publicité, déjà, cette chose-là. Et l'ensemble de la société dérive beaucoup vers des choses de pognon. Et c'est ça qui est difficile. Et La vie est un long fleuve tranquille, personne ne voulait le faire. Pour le deuxième, Tati Daniel, personne n'a lu le scénario, ils ont mis les ronds. Donc vous avez dans le cinéma soit le marketing, les HEC, soit des mercenaires katangais, c'est-à-dire des gens qui sont contents de fréquenter des acteurs et des actrices, qui se font la thune sur les films, que le film marche ou ne marche pas, et qui s'y connaissent et qui aiment le cinéma. Comme moi, j'ai pratiqué l'haltérophilie. Et par rapport à l'époque, aujourd'hui, des films, il y a plein de films que je trouve formidables, mais je trouve qu'il y a des choses qui se ressemblent trop les unes les autres, et il y a des choses trop formatées, qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas vraiment de choses. Et je pense que c'est justement en proposant des choses qui n'existent pas et qui vont changer que vous avez plus une chance d'être entendu qu'en faisant des choses consensuelles. Moi, je vous encouragerais fortement à faire des choses non consensuelles. Je voulais vous demander quel serait pour vous le conseil à donner à un hypothétique jeune réalisateur, enfin un jeune élève en tout cas, qui voudrait devenir réalisateur? Mais je me souviens d'avoir entendu cette question posée à Buñuel par Jean-Claude Carrière, et j'avais gardé toujours cette réponse en tête. Il lui disait, puisqu'ils étaient très amis, j'avais vu ça à la télé, il disait, Louis, quel conseil donneriez-vous à un jeune metteur en scène? Et Buñuel avait répondu qu'il ne fasse jamais rien contre ce qu'il croit. Merci à vous. Donc tout seul dans ma chambre de bonne, j'avais écrit un truc qui était une sorte de moyen métrage, et je l'ai envoyé par la poste à Jean-Pierre Jeunet, après avoir vu Délicatessen, parce qu'il y avait une petite famille d'idées dedans, et j'ai trouvé son nom au bureau de poste dans l'annuaire à l'époque.
Maintenant, il est sur liste rouge, mais il était encore dans l'annuaire. Il m'a répondu 10 jours après, j'ai travaillé sur la Cité des enfants perdus. Et j'ai appris, en tout cas techniquement, comment on écrit un scénario au fur et à mesure. Et même Amélie, je ne savais pas grand-chose, donc c'était beaucoup plus intuitif. Et là, je parle d'un aspect technique. Après, sur le fond, évidemment qu'on se nourrit de ce qu'on vit, des expériences qu'on traverse, des gens qu'on rencontre, des films qu'on voit, des livres qu'on lit. Voilà, je pense que ce qu'on appelle l'imagination, qui est à mon avis quand même vraiment nécessaire pour écrire, en fait, elle se nourrit que de curiosité, que de se dire, mais voilà, qu'est-ce que quelqu'un... pourquoi il pense comme il pense, qui il est, qu'est-ce que je ferais à sa place. En fait, l'écriture, ça part de cette curiosité-là, à mon avis. En général, on écrit ensemble le scénario, j'écris tout seul les dialogues, et puis il réalise tout seul le film, évidemment. Dans le cas d'Amélie, il y a vraiment beaucoup d'idées originales communes qu'on a mélangées. Après... un long dimanche, c'est autre chose, puisque c'était vraiment son choix, c'est le livre qui lui a plu. On l'a lu un nombre de fois incroyable, et là on a travaillé un bon moment à la même table. Alors que même Amélie, à part au début, on a un peu mélangé, vidé sur la table des tas de boîtes d'idées. Après, il y a un moment où j'ai pris tout ça, j'ai rédigé une première version que je lui ai donnée, il a retravaillé. C'était plus un échange comme ça, quoi. D'ailleurs, dans les films où je mets une voix off, il y a toujours une étape, un moment, où je prends une version de scénario et j'enlève tout, je ne garde que la voix off et je regarde comme si c'était un texte qui se suivait et non pas étalé dans l'histoire, pour voir si ça se tient, s'il y a un style, s'il y a un souffle. Et c'est vrai que la voix off d'Amélie est une voix off assez littéraire, entre guillemets, ce qui au cinéma n'est jamais littéraire, est un mot en général plutôt péjoratif au cinéma, mais que moi j'essaie de défendre. C'est comme pratiquer et devenir théoricien. Voilà, c'est ça. On peut à un moment se mettre à lire des tas de livres techniques, apprendre, et il y aura toujours et des théoriciens, il y en a plein. Et si on lit trop, qu'on écoute trop les théoriciens, on devient soi-même théoricien, alors qu'à un moment, il faut connaître une base, et à partir de là, ne plus se poser de questions et y aller. Et même oublier ce qu'on sait, c'est encore le mieux pour y aller vraiment. Si un scénario n'est pas un film, il est une pauvre chose dans un tiroir, hein, évidemment. Et je pense que ça vient du fait que un roman s'est fait évidemment pour être lu. Donc c'est direct entre l'auteur et le lecteur, alors qu'un scénario, c'est une histoire racontée en images, déjà en amont. C'est-à-dire que le scénario, il n'est pas fait pour être lu, il est fait pour être vu. Même si à ce stade-là, les images sont traduites en mots. Bon, c'est peut-être un peu compliqué ce que je dis, mais voilà, c'est écrit déjà d'une manière visuelle, pour le moment traduite en mots, et qui sera ensuite converti en images. Donc c'est pas fait pour être lu, tout simplement. J'adore ce que je fais, mon métier. J'ai la chance, vraiment beaucoup de chance d'en vivre bien, et en plus et de faire exactement ce qui me plaît. C'est-à-dire, si quelque chose m'inspire pas, ou une rencontre, ou une proposition qu'on me fait me convient pas, me parle pas, je le fais pas. Non, en règle générale, j'aime bien, même à certains moments. Et j'aime bien être tenu au courant même du plan de travail. Et il y a certaines scènes dont ça m'intéresse de voir comment ça va être tourné, tellement parfois ça a été compliqué à écrire. Voilà, donc je suis curieux d'y assister. Et j'aime bien faire ça. Si on va avoir des personnages qui sont cohérents, consistants, qui sont... Il y a toujours une étape, mais vraiment en amont de l'écriture, où je prends... les personnages principaux en tout cas, et je me résume leur trajectoire, donc forcément un peu leur passé, au moment où cette histoire arrive, d'où ils viennent et où ils vont, quelle va être leur, qu'est-ce qu'ils vont traverser, quelle va être leur trajectoire à travers ce récit. Je fais ça pour chacun des personnages principaux. Il y a toujours un moment où il faut se forcer quand même un petit peu, sinon on n'avance pas. Mais il y a un moment où, en avançant, on arrive à un stade où, moi je sens en tout cas que là il faut que j'y aille.
Et je m'organise vraiment. Et là, je peux travailler même très tard la nuit, plusieurs nuits d'affilée. Dès le lendemain matin, je m'y remets parce que je sens que c'est le moment. Il faut pas que je lâche. Et en général, du coup, c'est plutôt fructueux. Voilà, c'est un rythme qui est presque plus celui du travail lui-même que celui que je m'impose moi. Mais oui, j'ai plein de petits carnets, je note des trucs. Et effectivement, il y a souvent un moment, je remarque, où il y a une première phase où on écrit un petit peu très vite les idées qu'on a. Alors, en plus, moi, la première étape, j'écris à la main et je passe après à l'ordinateur. Toujours un autre qui n'est pas au même stade. Par exemple, quand je suis avancé dans un scénario, ça m'arrive d'en initier un autre. Donc je démarre d'un côté et comme ça je peux faire des petites pauses et je me consacre à l'autre et je passe de l'un à l'autre. Et donc j'attends pas d'en avoir fini un pour en commencer un autre. Donc dès le départ, j'écris pour quelqu'un quand j'écris un scénario, alors que quand j'écris un roman, j'écris pour moi. Donc ça fait déjà une différence fondamentale, on va dire. Sinon, j'ai jamais écrit un scénario qui soit pas pour quelqu'un. C'est-à-dire que on me demande, et soit en me présentant un roman, ou alors en ayant une idée de sujet original, comme par exemple Gilles Legrand dernièrement. Tout le monde a une manière de s'exprimer différente, un timbre différent, un rythme différent, un vocabulaire aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de reconstituer dans un scénario, dans une pièce. C'est-à-dire que tout le monde ne parle pas de la même façon et même d'arriver à distinguer chaque manière de s'exprimer. Donc ça, c'est un vrai travail de trouver un petit truc, à la fois dans le choix de certains mots, dans l'agencement des phrases, dans le rythme, pour chaque personnage. Eh ben, de rien, bonsoir.